Bonjour à toutes et tous. Merci de vous connecter à cette visioconférence où on va vous apporter des informations sur les évolutions, enfin sur la réglementation bio pour l'année qui vient. En fait, donc là, on a un volet production végétale aujourd'hui et demain, nous faisons une autre visio pour le volet production animale. Donc tout d'abord, pour commencer, donc je vous informe que cette visioconférence est enregistrée. Tout ce que vous allez pouvoir mettre sur le chat, par contre, n'est pas archivé. Voilà, donc premier point. Au niveau des consignes, donc ce qu'on a prévu, comme il y a pas mal d'intervenants, et pas mal de, vous êtes 45 à vous être inscrits à cette visioconférence. Donc ce qu'on vous propose, c'est de poser vos questions par chat au fur et à mesure de l'intervention. Et on prévoit un temps de questions, enfin pour répondre à ces questions à la fin de chaque partie. Autre consigne, je vous remercie de couper les micros et les caméras parce que comme vous êtes nombreux, ça va être ça risque d'être assez lourd en termes de connexion. Voilà pour ça. Et donc en toute fin de visio, là, on sera sur un temps d'échange questions-réponses orales. Donc les intervenants pour cette visioconférence sont Luc Blotin de l'INAO, Séverine Chastain de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, Arthur Sillan qui est responsable d'affaires certification à Bureau Veritas. Donc et moi-même, pardon, donc conseillère à Bio Nouvelle-Aquitaine. Donc cette visioconférence se déroule dans le cadre du mois de la bio, donc qui est une action multipartenariale avec le réseau Bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Interbio Nouvelle-Aquitaine. Donc il y a des événements qui se déroulent avec notamment beaucoup de fermes ouvertes sur toute la région pour présenter le monde, les filières bio, les techniques bio à un public de futurs agriculteurs et scolaires agricoles. Donc, pour commencer, donc, alors excusez-moi. Donc rapidement, hein, pour présenter le contexte de cette visioconférence, hein, donc que l'agriculture biologique, c'est une agriculture qui est reconnue, qui est officialisée par d'abord un cahier des charges, puis un règlement européen depuis 1991. Elle est identifiable par ses logos, donc l'Eurofeuille hein, sur la droite hein, et le logo AB, donc qui est le logo français hein, de l'agriculture biologique. C'est une agriculture en fait qui est contrôlée à tous les stades, qui fait l'objet d'une certification de la production à la commercialisation. Et donc qui fait qu'elle est reconnue, c'est tout cet aspect traçabilité à tous les échelons. Elle fait donc, c'est une agriculture qui est sous-tendue par des règlements européens qui ont donc un en premier en 91, puis une révision en 2008, puis une nouvelle révision en 2018, qui donne lieu à la mise en application de ce nouveau règlement à partir de 2022, d'où l'intérêt de cette conférence pour vous présenter les règles qui seront applicables dans 2 mois. Très rapidement, par rapport à ce contexte sur l'agriculture biologique, c'est que en termes de consommation, on est sur une agriculture, enfin sur un marché qui est porteur, avec une consommation bio qui a doublé en 5 ans, et avec une tendance qui se
une consommation accrue qui se maintient. Voilà. Donc, pour ne pas perdre trop de temps sur cet aspect présentation du contexte, eh bien, je vais laisser la parole à Luc Blotin sur la présentation de l'INAO. Donc, ce que je vous propose, Luc, c'est de me dire quand il faut que je change de diapo. D'accord. Bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Luc Blotin, je suis ingénieur territorial à l'INAO, à l'Institut national de l'origine et de la qualité. Je suis basé à Pau, et donc j'interviens ce matin, avec également ma collègue qui interviendra plus précisément cet après-midi, demain matin, pardon, sur la production animale, avec Magali Dupuis, qui elle est référente pour Auvergne-Limousin, donc pour la partie Limousin de la Nouvelle-Aquitaine. De mon côté, je suis référent bio pour Aquitaine et Poitou-Charentes, parce que le découpage de l'INAO ne suit pas exactement le découpage administratif des régions. Donc, diapo suivante. Alors, celle d'avant. Là, vous en avez passé deux. Voilà. Alors, l'agriculture biologique, déjà, il nous a paru important de vous présenter ce qu'était l'INAO. C'est un interlocuteur pour les futurs agriculteurs en bio ou ceux qui le sont déjà. C'est un interlocuteur un peu indirect, on va dire, sauf cas particulier. Mais il est important quand même que vous ayez une vision des missions de l'INAO et de notre fonctionnement. Ça permet d'avoir une meilleure, on va dire une meilleure appréhension du monde du bio en général. Donc l'INAO, c'est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle du ministère de l'Agriculture et qui a en charge la mise en œuvre de la totalité de la politique qui est relative aux signes officiels de qualité et d'origine. Alors qu'est-ce que c'est qu'un SIQO, signe d'identification de la qualité et de l'origine? Alors bien sûr, il y en a un certain nombre qui sont liés à des réglementations nationales ou européennes. L'agriculture biologique en fait partie, bien sûr, basée sur la réglementation européenne, une réglementation européenne unique pour l'ensemble des États membres. Mais il y a également un ensemble de signes officiels qui sont liés à d'autres réglementations, également européennes, qui gèrent l'ensemble des appellations d'origine protégées, AOP, et indications géographiques protégées, IGP. Le sigle STG, spécialité traditionnelle garantie, est un SIQO, on va dire confidentiel au niveau national pour l'instant, pas très développé. Et enfin, donc le label rouge, qui correspond à une réglementation nationale, uniquement française. L'intérêt, c'est que un des intérêts de ces signes d'identification de la qualité de l'origine, c'est qu'ils correspondent à des réglementations nationales ou européennes, qu'ils apportent une garantie donc nationale ou européenne pour le consommateur. Un autre point important concernant ces SIQO, c'est qu'il y a une complémentarité et une possibilité de les juxtaposer, c'est-à-dire qu'il est possible de faire du bio en AOP ou du bio en IGP, voire IGP label rouge et bio. Alors la diapo suivante. Donc en dehors de l'agriculture biologique, l'INAO a des missions, je vais passer assez rapidement cette diapo, c'est juste pour information. Donc on a des missions en termes de reconnaissance des nouveaux signes officiels de cahier des charges ou de modification des cahiers des charges pour les AOP ou les IGP par exemple, ou le label rouge, puisqu'on a un cahier des charges par signe officiel dans ces signes officiels que sont AOP, IGP et label rouge, contrairement au bio où il y a un unique cahier des charges. L'INAO est également responsable de la partie contrôle qui est déléguée à des organismes certificateurs qu'il agrée et supervise. Nous avons également des missions en termes de protection à la fois des dénominations et des territoires. Notamment protection du foncier agricole sous signe officiel de qualité. Enfin, des missions en termes d'information et de promotion de ces concepts. Diapo suivante. Plus spécifiquement en agriculture biologique,
Les missions de l'INAO correspondent au fait que nous sommes reconnus en tant qu'autorité compétente au niveau de l'Union européenne pour la France. Et donc, à ce titre, nous avons un certain nombre de missions relativement larges qui vont depuis l'agrément des organismes certificateurs et leur supervision, comme je vous l'ai indiqué. Il y en a donc une douzaine, il doit y en avoir 12 aujourd'hui. C'est évolutif et ils sont listés sur le site de l'INAO. Nous avons également des missions en termes de définition de cahiers des charges nationaux qui peuvent compléter le cahier des charges européen pour des sujets qui ne sont pas traités dans le cahier des charges européen. C'est le cas de quelques productions qui peuvent être locales ou de petits volumes comme les cailles ou les escargots. Nous avons également des missions pour, en termes d'uniformité de l'application du règlement sur l'ensemble du territoire national. Nous pouvons également proposer des évolutions du règlement européen et des règlements nationaux, bien sûr, par l'intermédiaire du Comité national de l'agriculture biologique, j'y reviendrai un peu plus loin, et par l'intermédiaire du ministère, bien sûr, de l'agriculture. Également des missions en termes de protection du logo AB et une mission importante enfin qui est celle de la délivrance des dérogations individuelles, les dérogations étant très cadrées par le règlement européen, listées de façon exhaustive dans le règlement européen et très cadrées. Voilà. Donc, diapo suivante. Pour assurer ces missions, donc en termes d'organisation territoriale, comme je vous l'ai indiqué, nous sommes répartis dans 8 délégations territoriales sur le territoire, avec, pour la Nouvelle-Aquitaine, 2 délégations territoriales qui sont Aquitaine-Poitou-Charentes et Auvergne-Limousin. Donc Magali Dupuis, référente sur Auvergne-Limousin, et moi-même sur Aquitaine-Poitou-Charentes. Après, on fonctionne avec des services support au niveau national. Nous sommes en gros au niveau national 230 aujourd'hui pour gérer l'ensemble des SICO sur le territoire. Diapo suivante. En termes de fonctionnement, l'INAO est relativement spécifique en tant qu'administration, puisque les instances décisionnelles de l'INAO sont constituées de comités nationaux composés à majorité de producteurs sous signe officiel de qualité. Alors, il y a des comités nationaux pour les différents SICO et notamment un pour l'agriculture biologique, le CNAB, Comité national de l'agriculture biologique, qui est compétent de façon large sur l'ensemble des sujets relatifs au bio. En plus de ces comités thématiques, donc le CNAB, le comité AOP20, AOP agroalimentaire, etc., il y a un conseil des agréments et contrôle qui gère les dossiers, comme son nom l'indique, spécifiques à la partie contrôle. Diapo suivante. Donc, le CNAB fonctionne avec des commissions thématiques qui peuvent répondre à des questions spécifiques sur les thématiques dont ils ont la charge, répondre à des questions spécifiques en termes d'interprétation du règlement, en termes de... Ils peuvent également proposer des évolutions du règlement qui peuvent remonter jusqu'à l'Union européenne en passant par le ministère de l'Agriculture. Ce qui est important de signaler, c'est qu'au sein de ce CNAB siègent l'ensemble des familles du bio et des administrations, mais l'ensemble des familles du bio représentées par des producteurs, des opérateurs, etc., l'ensemble des structures qui forment l'ensemble de la profession dans l'agriculture biologique. Voilà pour le fonctionnement de l'INAO. La diapo suivante, je pense, passe directement à la réglementation. Donc, juste sur l'INAO, bien pour beaucoup d'entre vous, resteront juste un interlocuteur dans le cadre de demandes de dérogation. Il faut être clair. Mais il faut bien avoir en tête qu'effectivement, des évolutions du règlement passent par l'INAO, des évolutions du règlement, des interprétations de la réglementation passent par l'INAO, et que le site de l'INAO, sur le site de l'INAO, vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations. J'y reviendrai un peu plus loin.
Alors, je ne sais pas si je suis dans les temps. Je passe donc à la partie évolution du règlement à partir de 2022. Donc, le règlement européen, comme vous le savez probablement, va évoluer à partir du 1er janvier 2022 avec l'application du nouveau règlement qui a été voté en 2018 qui met en place un certain nombre d'objectifs et un certain nombre d'évolutions, de modifications des règles, même si c'est un document qui est dans la continuité. Un des objectifs principaux, il faut bien l'avoir en tête, c'est de favoriser le développement de la bio au niveau européen. Mais en dehors de cet objectif, on va dire que c'est l'objectif principal de la réglementation bio, nouvelle version, des évolutions importantes sont mises en place également, avec notamment la suppression progressive des dérogations, dont je vous ai déjà parlé. Les dérogations étant très encadrées au niveau européen par cette réglementation. Un des objectifs est d'aller petit à petit et progressivement vers une suppression, vers une diminution et une suppression de ces dérogations. Un des objectifs également, et c'est tout à fait logique et louable, c'est l'intégration de préoccupations climatiques, qui est bien expliqué dans les attendus, dans les parties préliminaires. Oui, attends, je vais venir voir. Ah, excusez-moi, j'ai une personne qui n'a pas coupé son micro et que j'entends en parallèle. Alors, je continue sur les objectifs. Donc, un des objectifs également, c'est l'harmonisation des pratiques entre les États membres. Là également, c'est logique, puisqu'il s'agit d'un règlement européen. Il y a également un objectif en termes d'encadrement des contrôles et de précision des contrôles. Et comme je l'ai déjà un peu abordé, un élargissement du champ d'application du règlement européen qui reprend un certain nombre de règles de production pour des petites productions qui vont donc disparaître des règlements nationaux pour passer dans les règlements européens. Alors, la diapo suivante, qui va expliquer un peu l'architecture de cette réglementation. Alors, sans rentrer trop dans les détails, puisque c'est relativement complexe, il y a le règlement de base, qui est le règlement de l'Union européenne 2018-848, qui est vraiment le règlement principal de cette réglementation, c'est le règlement de base, qui explique on va dire, les grands objectifs et les grandes lignes des règles de production. Et ensuite ont été adoptés et continuent à être adoptés et vont encore être adoptés un certain nombre de règlements secondaires qui viennent compléter cette réglementation nationale, européenne de base, la compléter, la préciser et voire même la modifier de façon marginale. Donc il y en a aujourd'hui déjà une vingtaine de règlements secondaires qui ont été publiés et qui sont officiels, et quelques autres sont encore attendus. Ce nouveau règlement met en place un certain nombre d'évolutions dans les règles de production. Alors évidemment, sont proposées dans ces règlements des mises en place et des applications progressives des évolutions des règles de production avec des abattoirs, des périodes transitoires qui permettent aux opérateurs déjà en bio de s'adapter, d'adapter leur structure aux évolutions qui restent relativement marginales, il faut le dire, en tout cas pas fondamentales, permettre donc aux opérateurs de s'adapter. Diapo suivante. Bon, on est toujours dans l'architecture de cette réglementation européenne pour les productions végétales. Bon, vous pourrez vous y reporter si vous le voulez, puisque ce document sera à disposition ultérieurement. Un certain nombre d'articles, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là. Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui de vous détailler les différents articles et règlements qui composent cette réglementation de façon globale. Sachez quand même que le point important, c'est que les définitions, les principes généraux et les règles de production générale sont dans le règlement de base.
notamment dans sa partie annexe 2, partie 1, et que les règlements secondaires précisent, thématiques et sujet par sujet, les compléments nécessaires pour cette application. Voilà, diapo suivante. En parallèle donc à cette réglementation européenne, comme j'ai pu l'aborder déjà, le CCF, c'est-à-dire le cahier des charges français, qui complète cette réglementation européenne pour les sujets qu'elle ne traite pas, va être allégé puisque la réglementation européenne a pris et a détaillé un certain nombre de productions qui ne l'étaient pas dans la réglementation précédente. Il va quand même rester dans la CCF les productions, les règles de production pour les escargots, les autruches, les cailles de chair, etc. Mais elle sera très largement allégée en 2022. Il reste également, et ça c'est un sujet qui est traité au niveau national et pas européen, le cahier des charges pour la restauration collective hors foyer à caractère commercial, qui est un sujet spécifique avec un cahier des charges spécifique national. Et enfin, le cahier des charges pour les animaux de compagnie, lui, qui était un règlement pour l'instant validé au niveau français, va être supprimé puisque la réglementation européenne le prend en charge. Voilà, suivant. Je vous invite donc à vous connecter au site de l'INAO, sur lequel vous pourrez trouver également, en dehors de la réglementation et des éléments dont j'ai pu vous parler jusque-là, vous pourrez également trouver le guide de lecture et notamment sa nouvelle version très prochainement du guide de lecture qui intégrera le guide d'étiquetage notamment, qui est un outil, alors ce n'est pas un outil opposable, c'est-à-dire qu'en lui-même, il ne crée pas de loi, il ne crée pas de règles, il ne fait qu'interpréter les règles. Il explique à la fois l'interprétation nationale et européenne, quand on a pu consulter l'Union européenne sur certains sujets. Donc il reprend la totalité des sujets traités par la réglementation européenne et l'explicite de façon concrète, notamment suite aux travaux des différentes commissions du CNAB et suite aux interrogations qu'on a pu poser au niveau de l'Union européenne. Tout ceci est consultable sur le site de l'INAO. Ce guide de lecture est un outil, on va dire, plus lisible que la réglementation elle-même, bien sûr, c'est l'objectif. Et il est évolutif très très régulièrement. À chaque réunion du Comité national de l'agriculture biologique, il est susceptible d'évoluer suite aux différents travaux qui auront pu être menés. Voilà. Je pense que c'était la dernière. Oui, c'était la dernière. Donc je vous rends la parole. Ok, merci beaucoup. Donc je prends le relais. J'espère que vous allez m'entendre parce que il y a pas mal de bruit parasite autour de moi. Il y a de l'élagage. Donc j'espère que ça va pas être trop compliqué. Je vais faire vite et laisser la parole à Séverine ensuite. Donc là, je vais vous présenter rapidement le schéma de la conversion bio d'une ferme et une partie des principes pour faire des productions végétales en bio. Donc pour qu'une ferme que des productions soient certifiées bio, il faut qu'elles soient contrôlées par un organisme certificateur. Donc la démarche pour démarrer la certification bio, c'est de se notifier à l'agence bio, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture qui recense tous les opérateurs bio, du producteur jusqu'au distributeur. Et donc s'engager auprès d'un organisme certificateur. Donc il y en a plusieurs il y en a 7, je crois, qui interviennent sur la région Nouvelle-Aquitaine.
Une partie de ces organismes certificateurs sont d'ailleurs est présente là sur cette visio en auditeur, et donc ils pourront intervenir en fin de présentation. Donc, se notifier à l'agence bio, s'engager auprès d'un organisme certificateur, c'est-à-dire s'engager à être contrôlé sur toute ou partie de la ferme en fonction de savoir si on a converti la totalité de la ferme ou une partie. Et ça démarre, ces démarches-là démarrent la période de conversion, période pendant laquelle on respecte la réglementation bio sans avoir de valorisation en bio. Donc ces délais de conversion, ils sont de 24 mois pour les cultures annuelles et les prairies, et de 36 mois pour les cultures pérennes. Donc, on peut avoir une prise en compte de l'antériorité des terres, savoir, et bénéficier comme ça d'une réduction de la période de conversion. Et ça, c'est des règles, je vais pas les approfondir aujourd'hui, mais il y a des critères, en fait, des preuves à fournir de non-traitement notamment, et de constats de friche réalisés par l'autorité compétente, donc l'organisme certificateur en l'occurrence. Au niveau du schéma de conversion bio, donc pour les cultures annuelles, là, donc je vous affiche un schéma rapide. Donc la période pendant la période de conversion, pendant les 24 mois de conversion, donc c'est la ligne du bas, on va fonctionner en date de récolte. C'est-à-dire que ce qui fait le point de départ de la conversion, je vous ai dit, c'est la notification à l'agence bio et la certification, enfin l'engagement avec un organisme certificateur. Donc les 12 premiers mois, les récoltes sont C1, donc conversion première année, et elles seront valorisées en conventionnel. Ensuite, les récoltes sont du 13e au 24e mois, les récoltes sont C2, conversion deuxième année. Si comme on peut utiliser une partie du C2 dans l'alimentation animale bio, il peut y avoir une éventuelle valorisation en termes de marché. On ne sera pas sur des prix bio, mais on ne sera plus sur des prix conventionnels. En tout état de cause, on ne va récolter en bio que ce qui aura été semé à partir du 25e mois, après le début de la conversion. Sur la partie culture pérenne, là, en fait, on va fonctionner en date de récolte, donc par rapport à l'engagement en bio. Pareil, tout ce qui est récolté du 1er au 12e mois, c'est du C1, conversion première année, ça part dans le circuit conventionnel. Tout ce qui est récolté entre le 12e entre le 13e et le 36e mois, ce sera, alors entre le 12e et le 13e et le 24e mois, ce sera du C2. Entre le 25e et le 36e mois, ce sera du C3. Donc pareil, C2, C3, potentiellement, il y a la possibilité d'identifier le produit en conversion vers l'agriculture biologique, et éventuellement, du coup, d'avoir une valorisation qui ne sera plus celle du conventionnel et pas encore celle du bio. Et là, dans ce cas-là, on ne fonctionne pas, on se pose pas la question du semis comme en culture annuelle, évidemment. Et donc là, on va avoir des récoltes bio à partir du 37e mois après le début de la conversion des terres. Donc, il y a plusieurs types de conversions possibles. Donc, une conversion totale, c'est-à-dire on convertit la totalité des surfaces de la ferme et toutes les productions qui sont présentes. Et ensuite, on a la possibilité de faire une conversion partielle. La ferme elle est alors conduite en mixité bio, non bio. Et pour valoriser les productions qui sont conduites en bio, il ne faut pas qu'il y ait de doublons de culture. Il faut que les cultures soient distinguables à l'œil nu à tous les stades.
C'est-à-dire qu'on peut, pour prendre un exemple, on peut faire un maïs bio et un blé conventionnel. Mais on ne peut pas faire du blé bio qu'on va vouloir valoriser dans le circuit bio et du blé conventionnel en même temps sur la même exploitation. Pour le cas des cultures, alors non pardon, pour finir là-dessus, la conversion partielle, ça peut être une étape pour faire une conversion totale. Dans certains cas, on peut faire le choix de démarrer la conversion de sa ferme sur une partie et puis d'y aller progressivement par étapes. Donc c'est vrai que ça pose la contrainte d'un assolement mixte auquel il faut être très vigilant. Pour le cas des cultures pérennes, là on a souvent cette conversion progressive. On peut conduire des variétés semblables en mixité. Donc là, ça fait l'objet d'une demande de dérogation, à condition que l'ensemble des parcelles soient engagées dans la production bio et certifiées au terme des 5 ans. Donc à la date où on commence la conversion d'une partie de l'exploitation, on a 5 ans pour finir la conversion de toutes les variétés semblables. J'ai pas accès au chat, Céline, donc si jamais il y a des questions, t'hésites pas à me dire. Donc il faut. Non mais continue. D'accord. Et donc il faut un plan de conversion à l'appui. Et donc il faut avoir à l'esprit que c'est une souplesse possible qui permet d'envisager une conversion progressive. Et qui permet aussi, du coup, je finis là-dessus, mais qui permet aussi d'avoir sur une ferme bio, 100% bio, la reprise de parcelles conventionnelles sur lesquelles on démarre également une conversion. Là, je fais très vite. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une possibilité de réduction des délais de conversion. Donc, pour les espaces de plein air et les pâturages qui sont utilisés par des espèces non herbivores, il y a une période de conversion qui peut être réduite à 1 an, au lieu des 2 que j'évoquais précédemment. Jusqu'à maintenant, il était possible pour les monogastriques pour les espaces utilisés par les monogastriques, d'avoir une réduction à 6 mois de la période de conversion. Ça n'apparaît plus dans les textes qui vont entrer en application au 1er janvier 2022. Je ne reviens pas, je ne développe pas les modalités que je présente ici dans la diapo pour reconnaître l'antériorité de la parcelle. Il faut savoir que en fait ça va être scruté pour voir s'il est possible d'en bénéficier. C'est en tout état de cause, c'est avec l'organisme certificateur que ce sera acté. Sur les principes de la conduite des cultures en bio, le principe premier, c'est de stimuler la vie du sol pour nourrir les plantes. C'est un principe agronomique de base, on va dire, du bon sens paysan. Donc les textes réglementaires précisent que l'amélioration de la fertilité et de l'activité biologique du sol, ça passe d'abord par l'adoption de rotations longues et diversifiées, les cultures de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond, et dans un second temps, on va y revenir, l'incorporation dans le sol de matières organiques. Donc on voit que cette obligation de rotation et de diversité de l'assolement, elle interdit de facto la monoculture. Pour ça, il faut savoir que que cette notion d'obligation de rotation apparaît dans ce règlement
dans le règlement qui va entrer en application au 1er janvier 2022. Jusqu'ici, les textes étaient plutôt de l'ordre de la préconisation, ils préconisaient la rotation. Là, on entre sur un principe d'obligation. Donc c'est ce que précise cette diapo. Donc hormis dans le cadre des pâturages et des fourrages pérennes, la rotation la fertilité du sol et son activité biologique sont préservées et maintenues, développées par l'obligation de légumineuses dans la rotation et l'intégration aussi d'engrais verts. Dans le cas des serres ou des cultures pérennes autres que les fourrages, il y a une obligation aussi d'introduire des engrais verts et des légumineuses et de recourir à la diversité végétale. Et dans un troisième temps, il y a la possibilité d'introduire aussi des matières organiques ou dépendre des effluents d'élevage, de préférence compostés, provenant de la production biologique. Donc, les effluents d'élevage qui sont utilisables en bio, donc on l'a dit, c'est tous les effluents qui proviennent d'élevage bio, mais également des effluents qui peuvent provenir, des fertilisants qui peuvent provenir d'élevage, à condition que ce ne soit pas des élevages industriels. Donc la définition d'élevage industriel a été actée en France il y a 2 ans et demi. Donc on s'interdit l'utilisation de fertilisants qui proviennent d'élevage porcin sur caillebotis ou grille intégrale, sur caillebotis intégrale ou grille, sur des élevages supérieurs à 3000 emplacements de porcs charcutiers ou de 900 emplacements truies. Et on s'interdit également les fertilisants qui proviennent d'élevages avicoles, provenant d'élevage de poules pondeuses en cage, au-delà de 60 000 poules. Donc, les différents textes réglementaires dont a parlé Luc Blotin précise les intrants, les engrais et amendements qui sont utilisables en bio. Et donc là, ça fait l'objet notamment pour la liste et les amendements utilisables en bio de l'article 2 de l'annexe 2 du règlement européen 2021-1165. Voilà. Donc, ça veut dire que là, on a quand même une grande diversité de fertilisants utilisables en agriculture biologique et qu'on peut éventuellement, quand on passe en bio, si on avait des échanges paille-fumier qui préexistaient, envisager, en tout cas étudier la possibilité de les maintenir et dans bon nombre de cas de pouvoir poursuivre ces contractualisations. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Séverine. Et alors, attends, Séverine, je te cherche pour te donner la main si tu veux. Une question, Anne, en faisant le transfert, là, si tu es capable de faire 2 choses en même temps. Oui. Il y a l'apport de fumier, même composté, provenant d'un élevage conventionnel, est donc interdit. C'est la question. Alors, attends. Si vous voulez, Sandrine Thomas de l'INAO, je peux répondre sur cette question. Allez-y.
Donc, Sandrine Thomas, je suis de l'INAO, je suis la référente bio sur la région Pays de la Loire et je suis l'animatrice de la commission intrant du CNAB. Donc, sur cette question, l'apport de fumier composté provenant d'un élevage industriel n'est pas complètement interdit. Il est interdit simplement s'il s'agit d'un élevage dit industriel, donc avec la définition qu'on vous a présentée précédemment. Donc, si on n'est pas dans le cadre d'un élevage industriel, vous pouvez bien entendu utiliser du fumier composté en provenance d'un élevage conventionnel. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Et est-ce que vous voyez la présentation? C'est tout bon. Très bien. Bonjour à tous. C'est Winchester, donc je suis la conseillère bio à la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne et j'interviens aujourd'hui dans le cadre de notre organisation régionale au sein de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, puisque nous sommes un trinôme qui nous occupons de suivre les questions réglementaires. Donc moi-même, Céline Marcelier qui est au chat aujourd'hui et qui le sera demain, et Noélie Lebeau qui interviendra demain sur le volet animal. Donc, je vais de suite me lancer dans la poursuite de ce diaporama avec la lutte contre les nuisibles et les adventices. Alors, l'objectif de l'agriculture biologique, c'est que la prévention des dégâts repose d'abord sur une gestion globale de l'exploitation et en particulier en favorisant les prédateurs naturels, en utilisant un choix variétal adapté. Et la nouvelle réglementation nous offre la possibilité de travailler sur du matériel hétérogène que je tenterai de vous présenter tout à l'heure. La rotation des cultures dont Anne a parlé précédemment, les barrières physiques qui sont notifiées dans le guide de lecture de l'INAO dont a parlé Luc précédemment, et des pratiques culturales qui sont autorisées comme les procédés suivants. Donc la biofumigation, donc c'est le principe d'enterrer un couvert, en général à base de crucifères, mais ça peut être d'autres types de couverts, ça peut être du sorgho par exemple. Et en fait, l'enfouissement de ce couvert va provoquer des réactions chimiques dans le sol et va permettre en fait de se débarrasser de certains champignons ou nématodes par exemple présents dans le sol. La solarisation, qui est un procédé autorisé déjà et qui est un principe de désinfection des sols par la chaleur du soleil et qui est essentiellement utilisé en serre. Et enfin, le traitement superficiel à la vapeur, également utilisé en serre et qui ne doit pas dépasser 10 cm de profondeur. Donc, bien sûr, ces mesures de prophylaxie peuvent être insuffisantes dans la lutte contre les nuisibles et les adventices. Et donc, on peut utiliser des solutions phytopharmaceutiques qui sont utilisables en AB. Alors, le principe, c'est que l'on a une liste de matières actives autorisées au niveau de l'Union européenne en général. De cette liste de matières actives, une liste a été autorisée pour la réglementation bio. Donc, cette liste est en annexe 1 du RU 2021-1165. Et ensuite, ces matières actives doivent faire l'objet d'une autorisation de mise sur le marché et d'une autorisation d'usage en agriculture biologique et donc de ce que l'on appelle une AMM, autorisation de mise sur le marché, utilisable en AB. Donc, on a quand même pas mal de spécialités autorisées. Ce qu'il faut retenir, c'est que une AMM est donnée non pas en général, mais pour un usage particulier sur une plante spécifique. Parallèlement à ça, on a ce que l'on appelle les préparations naturelles non préoccupantes, donc les PNPP, qui sont réparties en deux catégories. Les substances de base homologuées, donc vous avez
une liste de ces substances. Donc, c'est le même principe que les AMM. On a une substance homologuée pour un usage particulier sur un groupe de plantes ou des types de plantes. Donc, par exemple, l'usage du vinaigre dans la désinfection des semences. Et puis, on a toute la catégorie des biostimulants qui sont également listés. Et sur les biostimulants, en fait, on n'a pas forcément d'usage particulier. Par contre, on a des plantes autorisées avec des modes de fabrication autorisés. Donc, dans tous les cas, aucune de ces substances ne peut être autorisée en herbicide. La lutte contre les adventices en agriculture biologique est 100% mécanisée. En fait, on n'a pas de lutte herbicide en bio. Donc ça, c'est très important parce que c'est un principe qui a été renouvelé dans la nouvelle réglementation. Et donc, bien sûr, les producteurs doivent tenir un registre d'utilisation et noter du coup l'usage et la plante pour lequel tel matériel a été utilisé. Donc, on a plusieurs outils qui permettent de savoir si un produit est autorisé en bio pour tel usage sur telle plante. Donc, on a bien sûr IFI, qui est la base nationale, et puis le guide des intrants qui est disponible sur le site de l'INAO, qui est un classeur Excel que vous pouvez télécharger et qui est très intéressant parce que vous pouvez faire des recherches par filtre et par tri, en fait, soit par substance active, soit par plante, et ainsi trouver les produits qui seraient utilisables sur cette plante avec les usages affiliés. Donc, on a également des autorisations sur les huiles essentielles en traitement phytopharmaceutique. Donc, en fait, elles sont autorisées si elles obtiennent une autorisation de mise sur le marché en France. Les huiles estérifiées étant, quant à elles, totalement interdites. Donc, en fait, leur usage, alors qu'il est possible, est extrêmement limité en France. Et finalement, nous n'avons qu'une seule huile essentielle qui a une homologation dans un produit commercial, c'est l'huile essentielle d'orange. Et ensuite, on a des huiles de plantes qui ne sont pas des extractions comme les huiles essentielles. Et donc, en huile de plante, nous avons quelques types de produits autorisés à base de menthe, ricin et clou de girofle. Donc, concernant les semences et plants, l'objectif de la nouvelle réglementation, qui était déjà celui de la réglementation de 2008-2009, c'est d'avoir une production bio à la fourchette, incluant les semences et plants. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une base de semences et plants disponibles, certifiées bio, de plus en plus étendue. Donc, que dit la réglementation? Elle dit que tous les matériels végétaux destinés à la production bio doivent être issus d'une production bio. Bon, la réalité, c'est que finalement, on n'a largement pas tout de disponible, mais c'est l'objectif clairement affiché. Et par ailleurs, elle donne la possibilité à la production de matériel hétérogène de reproduction végétale, dont je vais parler un peu plus loin. Donc, les plantes mères, les plantes destinées à la production de matériel végétal doivent également avoir été conduites pendant au moins une génération en bio. Donc, c'est le cas, par exemple, pour les griffes d'asperges ou les stolons en fraisier. Donc, cette réglementation est déjà en vigueur, en fait, c'est déjà le cas. Seulement, le matériel disponible n'est pas très étendu. Il ne fait que s'enrichir. Et donc, il sera possible, en fait, de poursuivre des dérogations auprès de l'autorité compétente. Donc, sur le site www.semence-biologique.org. Donc, l'idée, c'est que lorsque la variété que le producteur souhaite n'est pas disponible en bio, il puisse faire une demande de dérogation.
Cette demande de dérogation doit être réalisée et obtenue avant le semis ou la plantation. Et cette dérogation est obtenue par un opérateur pour une espèce et pour une saison. Ce que l'on peut dire en fait, c'est qu'aujourd'hui, concernant en fait toutes les espèces d'arboriculture fruitière, on n'a quasiment aucune disponibilité en bio. Il existe quelques plants de kiwi qui sont certifiés bio. En fruits rouges, on a de plus en plus de disponibilité, mais sur un choix variétal qui n'est pas très étendu. Et donc, l'objectif, c'est qu'on ait vraiment des pépiniéristes et des semenciers qui produisent de plus en plus de variétés bio, de manière à recourir de moins en moins souvent aux dérogations. Bon, on peut dire que d'ici 1 ou 2 ans, on ne sera largement pas au quota de toutes les disponibilités. Ceci étant, depuis plusieurs années, on a la fin de dérogation possible pour certaines espèces, en particulier sur des potagères, mais aussi sur les espèces de céréales à paille. Donc voilà, on a de plus en plus de matériel disponible et donc de moins en moins de dérogations possibles. Donc, la nouvelle réglementation ouvre la possibilité de faire du matériel hétérogène biologique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'idée de pouvoir faire des semences population ou des semences de variétés anciennes. Donc, le producteur qui voudra vendre ces semences-là devra expliquer en fait ces méthodes d'obtention de son matériel hétérogène. Donc, on aura une liste limitée de matériel possible dans un premier temps. Il devra respecter des obligations en termes de pureté germinative des semences. Donc, effectivement, il s'agit quand même qu'on ait un matériel qui se reproduise, des règles d'emballage et d'étiquetage et des obligations de maintenance et de traçabilité. Donc, en fait, l'idée, c'est que l'on puisse avoir en fait de la vente de matériel de semences dit hétérogène, donc produit à la ferme, mais ce matériel devra quand même être décrit par l'opérateur qui le vendra et son process d'obtention expliqué. Donc, c'est une possibilité vraiment intéressante parce que on avait beaucoup de matériel qui était produit sur les fermes et que l'on ne pouvait pas réellement utiliser sur d'autres exploitations. Donc, ça ouvre vraiment un champ qui, à mon avis, était attendu par les producteurs. Parallèlement, on sait que le choix variétal est vraiment très important en bio pour lutter contre certaines maladies. La rusticité, en fait, est très importante. Et donc, par ce process-là, on aura certainement des possibilités qui vont s'ouvrir. Bon, cependant, il faudra le mettre en route et voir finalement la faisabilité réelle et ce qui se passe sur le terrain. Donc, ce sera bien différent des semences de ferme. En fait, la semence de ferme, c'est le fait de reprendre une partie du grain que l'on a produit sur sa ferme pour semer l'année suivante. Là, on est bien dans la vente à un tiers, en fait, de matériel de reproduction. Et donc, j'en ai fini pour ma partie et je vais repasser la parole à Luc concernant les dérogations, justement. Ah oui, merci. Par contre, là, je ne vois plus le diaporama. Voilà, parfait. Oui, juste avant de passer aux dérogations, une petite remarque de ma collègue Sandrine Thomas. On a laissé, je pense, passer une petite erreur. En fait, les biostimulants ne sont pas listés dans le guide de lecture, pour information. Pour ce qui est de la gestion des dérogations, donc, comme je l'ai pu l'aborder précédemment, le règlement européen prévoit une liste exhaustive de dérogations au règlement, dérogations de règles dérogatoires qui permettent de ne pas respecter une ou plusieurs règles énoncées dans ce règlement.
L'objectif est d'assurer la pérennité de la production dans des situations spécifiques, voilà, et de permettre la pérennité des exploitations et de la production dans certaines situations spécifiques bien précisées. Aucune dérogation en dehors de ces dérogations-là n'est possible et n'est accordable ni par INAO ni par personne. Alors, comment s'effectue la gestion des dérogations dans ce nouveau règlement? Dans le nouveau règlement, à partir du 1er janvier, c'est l'INAO qui prend en main la totalité des dérogations, et notamment un certain nombre de dérogations qui jusque-là étaient gérées par les organismes certificateurs. Pour ce qui est de la production végétale, alors, le nouveau règlement fait évoluer un peu les réglementations, les dérogations. Il en fait disparaître certaines, il en fait apparaître d'autres, et il fait évoluer, il reprécise quelques dérogations déjà existantes. Pour ce qui est de la production végétale, il y a donc la possibilité de déroger à la règle de non-mixité, qui vous a été présentée précédemment. Et cette règle de non-mixité, on peut y déroger dans le cadre des cultures pérennes. Ça concerne bien sûr notamment les vignes, l'arboriculture, etc., mais pas uniquement, toutes les cultures pérennes. L'idée, c'est donc que dans un souci de permettre aux exploitations de convertir progressivement la totalité de leur production dans un type de production donné, c'est-à-dire par exemple, si on prend la vigne, c'est la totalité des vignes raisins noirs ou la totalité des vignes raisins blancs, puisque blanc et noir sont bien distinguables en termes de production. Donc, l'idée, c'est donc, au lieu de convertir la totalité d'un coup, de permettre de façon dérogatoire une entrée en conversion de cette culture de façon progressive, et avec, c'est l'évolution pour le 1er janvier 2022 avec la nouvelle réglementation, avec une fin de conversion au bout de 5 ans. Jusque-là, on était fin d'entrée en conversion au bout de 5 ans. Là, aujourd'hui, c'est la fin de conversion qui doit être achevée, c'est la conversion complète qui doit être achevée au bout de 5 ans. Ça restreint donc de façon relativement stricte cette dérogation qui on va dire, est très utilisée, notamment en viticole sur la région, en arbo aussi. C'est une évolution importante, mais elle reste, donc cette dérogation reste possible. Toujours en production viticole, merci. Il y a une dérogation qui était gérée par les organismes certificateurs jusque-là, qui est la réduction de la période de conversion des terres agricoles. Voilà, mais on va donc le mettre en œuvre à partir du 1er janvier à l'INAO en s'appuyant sur la façon de fonctionner qui existait déjà au niveau des OC jusque-là. Des évolutions ultérieures sont possibles, mais pour l'instant, on va rien révolutionner du tout, on va reprendre telle quelle cette façon de travailler, en sachant que de toute façon, cette réduction de la période de conversion ne peut pas aller en dessous de 1 an. Pour ce qui est de la dérogation pour le matériel de reproduction des végétaux, on vous en a déjà parlé, donc ça passe notamment par la base de données semences et plants, dont le lien doit être également sur le site de l'INAO. Le point important pour ces dérogations, et ce sera le cas de façon accrue à partir du 1er janvier 2022, c'est qu'on demande aux opérateurs de passer par le module de saisie en ligne mis en place par l'INAO, DérogBio, qui permet donc de saisir individuellement sa demande de dérogation, qui est ensuite automatiquement adressée à l'OC pour avis, puis à l'INAO pour traitement, et le retour se fait également de façon numérique. J'insiste sur ce point parce que le nombre de dérogations que l'INAO va avoir à gérer, qui était géré jusque-là par les OC, va être très important, et donc à ce titre-là, probablement plus sur la production animale, mais bon,
c'est le cas également sur la production végétale. On insiste beaucoup sur ce point-là. Il est évident que pour nous, ce sera beaucoup plus rapide et donc plus efficace de traiter les dérogations qui passent par des dérogues bio plutôt que d'avoir des doubles saisies. Donc on sera vigilant sur ce point-là. La possibilité d'une demande par écrit est toujours possible, bien sûr. Voilà pour les dérogations. Alors, juste en tête de petites conclusions avant d'avoir l'intervention de Bureau Veritas, juste une petite conclusion intermédiaire par rapport à cette nouvelle réglementation. Il faut bien avoir en tête qu'il s'agit d'une nouvelle réglementation qui est dans la continuité de l'ancienne. Il n'y a pas d'évolution, on va dire, qui révolutionne le mode de production. Évidemment, l'objectif étant que la production continue à se développer, la production bio continue à se développer au niveau de l'Union européenne, avec un certain nombre d'évolutions qui permettent un renforcement des règles de production, petit à petit une diminution des dérogations, un élargissement des champs de compétences, et en parallèle un ciblage plus important des contrôles. Et un point également, dont je n'ai pas encore parlé, c'est le renforcement des règles à l'import. Voilà. Dans tout ce qui est reconnaissance des produits bio des pays tiers. Voilà, donc je laisse la parole à l'intervenant de Bureau Veritas. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la main moi aussi du coup à Arthur Sillon pour sa présentation. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Voilà. Bonjour à tous, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Je mettrai... Voilà, donc bonjour à tous, donc je m'appelle Arthur Sillon, je suis responsable d'affaires certification chez Bureau Veritas. Donc Bureau Veritas, on est un organisme certificateur présent sur la Nouvelle-Aquitaine. On a des contrôleurs qui interviennent du coup dans chacun des départements. Donc je vais parler moi du rôle et le fonctionnement d'un organisme certificateur rapidement, et puis j'aborderai le déroulement d'un contrôle. Pour revenir simplement sur Bureau Veritas, on est du coup le deuxième organisme certificateur en France sur la certification bio. Donc on a à peu près 21 000 opérateurs qui sont engagés et certifiés chez nous. Donc ça représente à peu près 11 000 exploitations, des préparateurs, des intermédiaires, et puis des points de vente, à peu près un peu plus de 5 000. Donc on nous reconnaît avec le code FR Bio 10. Alors, Monsieur Blotin, donc tout à l'heure, vous en a parlé un petit peu de la construction du dispositif français. Je voulais simplement vous remontrer ce petit schéma que je trouve assez intéressant, parce qu'il permet de voir clairement en fait que les organismes certificateurs, Bureau Veritas notamment, c'est pas nous qui établissons la réglementation, et puis surtout c'est qu'on applique la réglementation, on applique tous la réglementation de la même façon. Donc on a un agrément qui nous est délivré par l'INAO, et puis on est également accrédité par le COFRAC, c'est la norme ISO 17065, qui permet en fait d'attester notre indépendance, notre impartialité lors de la réalisation des contrôles et voilà, des contrôles pour la certification bio. Il y a d'autres instances qui tournent autour des organismes certificateurs, notamment l'agence bio, on en a parlé, lors de l'engagement, lors de la certification bio, enfin lors de l'engagement bio, les opérateurs, vous devez en fait vous notifier auprès de l'agence bio qui répertorie du coup tous les opérateurs en France certifiés en bio.
Alors pour parler rapidement de la démarche de certification et de contrôle, donc en fait tous les opérateurs de la fourche et la fourchette doivent être certifiés bio hein, s'ils le souhaitent. Donc c'est tous les opérateurs qui font mention du logo AB, qui font mention du logo AB UE, qui ont des étiquettes, voilà, donc ils doivent être certifiés. Donc c'est tous les acteurs qui font de la préparation, du stockage, de l'importation d'un pays tiers, qui importent des produits bio d'un pays tiers ou des produits en conversion. Voilà, donc c'est vraiment tout type d'opérateurs, donc producteurs, transformateurs, négociants, les caves, les grossistes, les distributeurs, tout cela sont concernés par la certification. Alors les étapes de l'engagement, c'est assez simple. Donc en tant qu'opérateur, vous devez donc solliciter un organisme certificateur, Bureau Veritas par exemple. Donc vous pouvez faire la demande en ligne, hein, vous aurez le PowerPoint, donc vous aurez accès au lien dans cette diapositive ou par téléphone. Une fois que vous avez pris contact avec l'organisme certificateur, on vous renvoie du coup un devis correspondant à votre activité. Et puis une fois, à partir du moment où vous nous retournez le devis signé et puis que vous faites la démarche de vous notifier auprès de l'agence bio, et ben on peut planifier du coup le premier contrôle, le premier rendez-vous, donc ce qu'on appelle le contrôle initial. Et c'est suite à ce contrôle initial, si tout se passe bien, que vous aurez le fameux certificat, enfin que votre activité sera certifiée bio et que vous aurez du coup le certificat correspondant. Alors du coup, le certificat, donc à partir du 1er janvier 2022, il y a une nouvelle trame en fait qui sera du coup applicable. Donc cette nouvelle trame, en fait, elle sera légèrement différente de celle de la trame actuelle que je vais vous présenter un petit peu plus bas. Aujourd'hui, donc les organismes certificateurs, on est en train de travailler concrètement sur la forme que prend. Enfin, on a la forme de cette trame. On est en train de la mettre en page par organisme certificateur. Donc cette trame, en fait, elle sera composée de deux parties. Donc une partie, on va dire obligatoire, et une partie entre guillemets facultative. Donc la partie obligatoire, elle décrira en fait enfin, dans la partie obligatoire, il y aura l'identification de l'opérateur, donc les coordonnées de l'opérateur, comme c'est le cas aujourd'hui, l'organisme certificateur correspondant qui certifie l'activité. Et puis, en fait, dans cette trame dans cette première partie obligatoire, il y aura une partie, on va dire, qui décrira très brièvement l'activité certifiée. Donc, s'il s'agit d'une activité de transformation, de préparation, de production, etc. Et puis, si cette activité concerne plutôt des productions animales ou végétales. Et c'est uniquement dans la partie entre guillemets facultative que là, il y aura une description un peu plus précise de l'activité. Alors, je dis entre guillemets parce que les organismes certificateurs, on se met d'accord pour que cette partie facultative, en fait, intègre les éléments qui sont déjà actuellement dans le certificat, donc c'est-à-dire la description des activités. Donc, s'il s'agit d'une production végétale, et ben, la description des productions végétales qui sont certifiées. Production animale, ça sera les animaux certifiés, etc. Le nouveau certificat intégrera également la mention les activités d'exportation des produits bio et les activités de stockage qui n'étaient pas le cas actuellement. Et puis également, le certificat sera délivré dès l'année C, en fait, dès les producteurs en première année de conversion, même si la vente en conversion ne sera pas autorisée. Ces certificats-là sont sous format électronique, hein, on vous les envoie en format PDF, sont disponibles sur notre site internet, donc ce qui permet en fait de faciliter les échanges de ces certificats-là. Et aujourd'hui, ces certificats sont accompagnés d'une attestation de production végétale et ou attestation de production animale, donc qui vient compléter en fait les certificats en détaillant les différentes productions animales et végétales, donc le nombre d'animaux et les surfaces par exemple. Donc là, vous avez la trame du certificat qui est valable aujourd'hui, avec vraiment du coup donc cette trame-là, elle est commune hein, vraiment à tous les organismes certificateurs. Ça sera aussi le cas à partir de 2022. Voilà.
Donc l'idée d'avoir une version électronique, c'est de faciliter en fait faciliter la transmission du certificat à l'opérateur concerné et puis aux opérateurs avec qui voilà, vous en tant qu'opérateur vous pouvez travailler avec. Alors, je vais parler maintenant du déroulé d'un contrôle. Juste avant de parler du déroulé d'un contrôle, revenir un petit peu sur les fréquences. Donc ça, ce sont les fréquences qui concernent donc les producteurs, les préparateurs notamment à partir du 1er janvier 2022. Donc, dans tous les cas, vous avez un contrôle complet par an. Je reviendrai du coup sur le contrôle complet, plus un contrôle par sondage. Donc en grosso modo, un producteur aujourd'hui aura un contrôle par an et tous les 2 ans aura un contrôle par sondage. Donc c'était le cas aujourd'hui, c'est le cas aujourd'hui et ça sera le cas à partir du 1er janvier 2022. Sauf que le contrôle par sondage va intégrer une analyse de risque. Je vais y revenir juste après. Simplement, voilà, ces contrôles, donc il y en a au moins un minimum 10% qui ne sont pas annoncés, donc il peut y avoir des contrôles inopinés. Et puis, lors de ces contrôles peuvent être faites des analyses. Voilà, donc on essaie de faire des analyses assez fréquemment, et puis des analyses peuvent être réalisées de toute façon, donc des analyses, par exemple, prélèvement de sol, hein, si on a une suspicion d'utilisation, par exemple, d'un produit phytosanitaire ou autre. Donc le type de contrôle, donc les complets, ça comprend le contrôle initial, donc le premier contrôle qui va permettre de délivrer le certificat, et puis le contrôle de renouvellement qui est fait chaque année, donc à N+1, N+2, N+3, etc. Le contrôle par sondage, donc à partir du 1er janvier 2022, va intégrer donc le contrôle de suivi, comme c'est le cas aujourd'hui, et ce qu'on appelle le contrôle supplémentaire, donc qui intègre en fait une analyse de risque. L'analyse de risque dans le nouveau règlement, en fait, le nouveau règlement met vraiment l'accent sur cette analyse de risque. C'était le cas aujourd'hui, mais l'idée c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, les opérateurs qu'on estimera à risque, voilà, qu'on les suive peut-être un peu plus, et puis que chaque année, le fait d'intégrer en fait, d'identifier vraiment des contrôles par sondage comme étant des contrôles supplémentaires selon l'analyse de risque, ça permettra aux organismes de certificateurs de mieux suivre les opérateurs à risque. Dans les contrôles par sondage, on peut aussi intégrer des contrôles pour vérifier le retour de la conformité. Si on a constaté des non-conformités lors d'un contrôle de renouvellement, par exemple. Ça peut être voilà, des prélèvements pour analyse, etc. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment toujours un contrôle complet et un contrôle supplémentaire qu'on adapte en fonction d'une analyse de risque ou en fonction d'un besoin pour vérifier le retour à la conformité, par exemple. Alors concrètement, sur le déroulé d'un contrôle, on va dire que la visite, le contrôle se passe en 2 parties. On va avoir une visite un petit peu administrative et puis une visite un peu plus terrain. Donc la visite administrative, elle est divisée en 2 parties. Elle concerne, on va dire, 2 parties. Une partie, on va dire, assez générale, hein. Donc ce seront tous les documents et descriptifs de l'exploitation. Donc ça peut être des plans, des inventaires, des photos, etc. L'idée étant que le contrôleur qui vient sur votre exploitation puisse connaître l'exploitation de manière dans son ensemble, on va dire, hein, tout simplement. Et puis ça va être également des enregistrements techniques, donc les cahiers de culture, les cahiers d'élevage, les registres sanitaires, la liste des animaux, etc. Là encore, l'idée étant que le contrôleur puisse connaître toutes les interventions que vous avez réalisées sur l'année pour pouvoir contrôler en fait vos activités. Et puis la partie administrative, elle contient vraiment une deuxième partie, donc là qui est propre au bio. Donc l'idée, aujourd'hui, les organismes certificateurs, on se devait de faire des contrôles de compte à matière, des contrôles de traçabilité. À partir du 1er janvier 2022, ces contrôles de compte à matière et de traçabilité sont plus précisés, en fait, sont plus détaillés, notamment dans le règlement délégué, donc c'est le 2021-771, où là vous avez vraiment une description un petit peu plus précise de ce que doit inclure un contrôle de compte à matière et de traçabilité. Donc l'idée c'est qu'on vient regarder en fait vos documents comptables, donc ça va être des factures
d'achat, de vente, des bons de livraison, etc., des documents d'accompagnement. Et l'idée, c'est que le contrôleur, quand il passe sur l'exploitation, il sélectionne une production, une production, et puis qu'il fasse vraiment toute qu'il vérifie toute la traçabilité, toute la compta matière liée à cette production-là. Alors le choix de la production en question, la sélection du produit, elle peut varier en fonction du volume, elle peut varier en fonction d'une suspicion de fraude, d'un historique. Enfin voilà, il peut y avoir énormément de critères différents. Mais l'idée, c'est qu'on est vraiment sur un produit donné au minimum, hein, qu'on est au minimum sur un produit donné, et ben tous les documents qui vont nous permettre de suivre la traçabilité et puis d'évaluer, de contrôler la comptabilité. On peut regarder également les garanties d'origine biologique ou de conformité en agriculture biologique. On peut regarder des étiquettes, des dérogations hein, de l'INAO notamment, des bons de livraison. Et puis en cas de mixité bio-non bio, eh ben, on va regarder tout ce qui va être enregistrement des nettoyages, des mesures de séparation. Ça peut être notamment le cas pour des CAFCOP, par exemple Viti, qui gèrent à la fois des volumes en bio et des volumes en non bio. Donc là, on regarde vraiment tous les enregistrements des nettoyages pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque de contamination en fait, des produits bio par des produits conventionnels. Et ensuite, la deuxième partie, donc là, ça va être une visite terrain, avec une visite d'une partie ou toutes les parties ou toutes les parcelles déclarées. Ces visites terrain, en fait, sont assez importantes pour notamment s'assurer qu'il n'y a pas de risque de contamination de vos parcelles bio. Donc, le contrôleur va vérifier voilà, l'environnement aussi des parcelles. Donc, des parcelles qui seraient situées à côté de parcelles conventionnelles, et le contrôleur va s'assurer peut-être des moyens que vous mettez en place pour limiter au maximum les risques de contamination. Donc, ça peut être la présence de haies, par exemple, de bandes enherbées ou autres. Le contrôleur vérifie du coup l'état des parcelles, l'état des animaux. Hein, l'utilisation de produits phytosanitaires sur des parcelles, ça peut être visible. Donc voilà, il va vérifier ça, l'état en fait de la végétation sur les parcelles. Il peut vérifier le matériel, les bâtiments, donc faire des mesures de bâtiments hein, dans le cadre d'habilitation de bâtiments en volaille, en porcin par exemple. L'état des stocks, vérifier les étiquetages hein, des produits que vous stockez sur votre exploitation. Et puis il peut du coup, comme je l'ai dit, hein, réaliser des prélèvements pour analyse. Donc ça peut être dans le cadre de la recherche de résidus de pesticides, de prélèvements de terre, de végétaux, etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une cohérence en fait entre les données enregistrées, hein, vos pratiques, et puis ce qu'on peut observer sur le terrain. Et puis donc suite au contrôle, donc il y a différentes sanctions qui peuvent être appliquées, hein, donc des avertissements, des déclassements de produits, des suspensions partielles de certification, voilà, s'il y a des non-conformités plus graves. Et puis ça peut aller jusqu'à la suspension de l'habilitation, le retrait de l'habilitation, hein, si vraiment on voit qu'il y a des fraudes importantes qui sont avérées sur l'exploitation. Voilà, j'aurais fini pour ma partie. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, je signale, alors j'ai pas eu le temps de refaire le tour des gens présents, mais il y a plusieurs organismes certificateurs qui étaient inscrits, Calisud, Ecocert. J'ai vu que Ecocert était présent. Je sais pas si les autres organismes certificateurs, s'il y en a d'autres qui sont présents. Certisud. Certisud, d'accord. Bonjour. Et Bonjour. donc merci en tout cas pour cette présentation. On a essayé de faire le tour des éléments qui pouvaient être indispensables à cette prise de contact et à une réflexion sur un éventuel passage en bio. Il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat, mais là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de rouvrir vos micros et éventuellement de poser vos questions en direct. On va y répondre ou tenter d'y répondre. Oui, bonjour.
Bonjour. Moi, j'aurais une question. C'est au niveau de la chaptalisation. Quand on est en conversion bio, quel sucre il faut choisir? Un sucre conventionnel ou un sucre bio? Qu'est-ce qu'il faut prendre? Séverine, est-ce que tu veux répondre à ça? Je suis pas une grande spécialiste en viti, moi. Je vais tenter, mais je sens qu'il y a un piège. Vous m'entendez? Ah mince, Bonjour. je voulais pas te renvoyer un bébé piégé. Non, mais parce qu'en fait, monsieur parle de pendant la conversion. Et en fait, il me semble qu'il y a une subtilité sur le pendant la conversion. Ce qui est sûr, c'est que quand c'est en bio, enfin, dans tous les cas, c'est du sucre bio. Seulement, pendant la conversion, je ne sais pas si on peut faire du vin bio pendant la conversion. Je ne crois pas, parce qu'en fait, il faut qu'un seul ingrédient d'origine végétale. Vous pouvez le faire, vous mais m'entendez? vous n'aurez pas la mention en Séverine, conversion. Ah, mais il y a Étienne qui va m'aider. Voilà. donc, effectivement, ça fait partie des questions qui ont été posées dernièrement, alors surtout cette année, malheureusement, avec une année un peu difficile en viticulture, et donc le retour un peu de la chaptalisation qui était un petit peu oublié jusque-là. Alors, effectivement, quand on est en période de conversion, donc si on veut pouvoir utiliser la mention exploitation en conversion vers l'agriculture biologique sur le produit, donc en C2 et C3, il faut effectivement, on est obligé de faire avec du sucre bio. Voilà. Mais pour la première année, par contre, Non, pour alors, la première année, de toute façon, la première année, c'est considéré comme conventionnel. Ok, d'accord. Le produit Donc, on est utilise considéré du comme sucre conventionnel. Ok. Donc, on Ok. peut utiliser effectivement une méthode conventionnelle. De toute façon, la vinification ne rentre pas. En C2 et C3, si on veut donc utiliser cette mention exploitation en conversion, il faut absolument effectivement que le sucre soit bio. Attendez, non, pardon, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. En C2 et C3, on ne peut pas chaptaliser. Excusez-moi. Parce que effectivement, le produit est un monoproduit, on ne peut pas utiliser de sucre, d'ajout de sucre. Voilà. Le sucre est considéré comme un ajout, contrairement aux autres éléments de la vinification, hein, sur des, je sais pas, du soufre, des trucs comme ça, des H2S, mais il n'y a pas de problème. Par contre, sur le sucre, non. Donc, en C2 et C3, on ne peut pas chaptaliser. Et après, quand on est en bio, là, il faudra chaptaliser avec du sucre bio. Mais si vous n'utilisez pas cette possibilité donc sur le produit de exploitation en conversion pour la C2 et C3, donc vous pouvez très bien rester en conventionnel jusqu'à la dernière année, au moment où vous allez basculer en bio. Voilà. La plupart des viticulteurs le font parce qu'il n'y a malheureusement pas beaucoup de plus-value à être en conversion vers l'agriculture biologique. Sur les produits, il n'y a pas forcément de valorisation de ce type de produit. Donc, il y a quand même beaucoup de viticulteurs qui passent directement du conventionnel, même pendant la conversion, au bio, une fois qu'on est que le raisin est certifié bio. Voilà. Donc c'est pas de chaptalisation possible en C2 et C3. Ok, d'accord, très bien. Pour compléter ça, en fait, c'est la même règle que pour la ratatouille. Si vous voulez, vous avez le droit de faire du coulis de tomate conversion bio parce que la tomate est en conversion, mais vous n'avez pas le droit de faire de la ratatouille en conversion, même si tous vos légumes sont en conversion. C'est le principe du monoproduit dans la conversion qui s'applique à la viticulture. Et le sucre est considéré comme un autre ingrédient agricole, en fait. Voilà. Et d'accord, très bien, merci. Il y a une question sur les digestats des méthaniseurs. Pardon. Ouais, je pose juste Quelle réglementation? Peut-être une précision de Madame Mention qui pourrait nous dire exactement ce qu'elle attend comme. Quelle est sa question? D'accord, ok. Donc, par rapport à… Bonjour, excusez-moi. Non, je voulais juste savoir comment ça marche. Est-ce que c'est possible d'être utilisé ou pas? Je veux bien répondre.
Pardon, je veux bien répondre. Sandrine Thomas de l'INAO. Hop, j'enlève le masque pour que ce soit plus écoutable. Excusez-moi. Donc, les digestans méthaniseurs sont autorisés en agriculture biologique avec la même exclusion que tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne doit pas avoir à l'intérieur du méthaniseur des déchets, enfin des effluents, des fumiers issus d'élevage industriel. Donc, ne sont autorisés dans les digesteurs pour pouvoir utiliser le digestat en AB que les substances qui sont listées à l'annexe 1. C'est ça la règle en fait. Vous ne pouvez rentrer dans le digesteur que des substances listées à l'annexe 1 pour pouvoir l'utiliser en AB. Puisque derrière, on a le retour au sol qui rentre en ligne de compte. Donc tout ce qui est issu de l'exploitation doit revenir sur l'exploitation en bio. Est-ce que ça répond à votre question ? Il semblerait. Je ne sais pas si vous... Oui, pardon, excusez-moi, je croyais que mon micro était ouvert. Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Par rapport à cette question de la méthanisation, du coup, on est bien d'accord que pour 100 tonnes, on va dire, de matière qui rentre dans un méthaniseur, si on n'a pas... Moi, j'ai une question. Il y a Banada, c'est la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques. C'est un éclaircissement de ce que j'ai vu le cas, là, sur du houblon. Pour les pérennes, donc on peut réutiliser ses propres plants, si j'ai bien compris, par exemple des boutures. Il faut au moins 1 an de conduite en bio. Ce que je n'avais pas compris, c'est est-ce que c'est en bio ou en conversion bio? C'est en bio? Je ne sais pas si on m'entend. Oui. C'est en bio. C'est en bio. Et avec la nouvelle réglementation, le C2 de sa propre, sur les semences, le C2 de sa propre exploitation est utilisable, mais vous pouvez, enfin, en termes de dérogation, normalement, on aura le C2 rentrera plus dans le champ des dérogations avec la nouvelle réglementation. Mais pour les cultures pérennes, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si l'INAO a la réponse pour les cultures pérennes. Visiblement pas. Merci. Pas d'autres questions? Tout était très clair en fait. L'air est limpide. Anne, tu es toujours là? Ah, Anne nous a perdus. Est-ce que l'INAO a une précision de Christophe Albert d'EcoCert, qui peut peut-être prendre la parole et la dire en direct? Oui, vous m'entendez? Bonjour Christophe. Oui, bonjour.
Oui, donc Christophe Albert de chez Cossard. Oui, c'était juste une petite précision, mais c'était sur la question d'avant par rapport au vin, parce que oui, comme vous l'avez dit, c'est une année un peu particulière. Donc il y a aussi d'autres méthodes qui est dans le cadre donc de la valorisation des vins en conversion. On a dit que la chaptalisation n'était pas autorisée parce que faut rester dans un monoproduit. Par contre, il y a des méthodes de concentration qui sont autorisées, notamment l'osmose inverse. Donc voilà, c'était dans les méthodes qui sont disponibles pour faire face à cette année un peu particulière. Il y a quand même des choses qui sont possibles. Merci. De rien. Est-ce que Lino a des choses à rajouter sur toutes ces questions et toutes ces interventions? Voilà. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? On entend des gros booms. Anne a perdu son micro, donc on va clôturer. Pardon, excusez-moi. Oui. Manon Haro de la coopérative Perlimnois. J'ai une petite question. C'était au sujet des obligations de rotation culturelle. Vous avez, sur la diapositive, vous avez mentionné les cultures d'engrais verts et de légumineuses pour les cultures pérennes. Alors, j'ai pas très bien compris et je voulais savoir quelles étaient les obligations du coup, s'il vous plaît. C'est une question pour toi, Séverine, non? C'est une question pour moi. Étant donné qu'on a perdu Anne, sûrement. Alors, déjà, je vais retrouver la diapo parce que je ne sais pas exactement de quoi nous parlons. Alors, c'est dans la diapo stimuler la vie du sol, je crois. Enfin, non, juste après l'histoire de la monoculture interdite. Oui. Et donc, adoption de rotation longue et diversifiée, culture de légumineuses, d'engrais verts ou de plantes à enracinement profond. D'accord. Est-ce que ça veut dire que les producteurs seront obligés d'implanter ces cultures-là en interrang ou c'est juste une préconisation? Dans les cas des serres ou des cultures pérennes, par des cultures d'engrais verts, ainsi que par le recours. Alors, là, j'aurais plutôt dit que c'était entre deux cultures pérennes, tel que c'est écrit. C'est pas parlé, il n'est pas question d'interrang là dans la diapositive telle qu'elle est donnée. Et donc, du coup, ce serait entre deux plantations. Plus précisément, je pense qu'il serait préférable, entre deux plantations, de laisser reposer le sol et de mettre un engrais vert dedans. Mais tel que c'est écrit, il n'est pas question d'interrang, en fait. C'est pas notifié comme ça. C'est la PAC qui nous embêtera sur les interrangs, mais ce ne sera pas la réglementation bio, pas tel que c'est écrit du moins. Donc, ok. Voilà. Enfin, moi, je le vois comme ça, sachant que aujourd'hui, on a de l'enherbement permanent dans les systèmes périns, en fait, avec de l'enherbement spontané en particulier, qui est relativement bien diversifié et bien géré. Et donc, je ne vois pas qu'il y ait l'obligation de faire des cultures entre rangs. Je pense que c'est plutôt dans le cas d'une replantation. Si Anne veut préciser dans le chat, peut-être, je ne sais pas si elle a accès au chat. Si, elle nous entend. Voilà. Tel que c'est écrit, je ne pense pas que ce soit dans le cadre de la plantation en elle-même. Luc, ok, merci beaucoup. Est-ce que Luc a des précisions sur ce... Ah, Anne dit qu'elle aurait fait la même réponse, donc tu vas bien. Une question sur le pâturage. Est-il possible de faire pâturer une prairie temporaire en bio par un cheptel en conventionnel dans le cadre d'un partenariat avec un éleveur voisin? Qui prend?
les productions animales, c'est demain, normalement. Ça, c'est le bottage en touche qui est pas terrible quand même, j'avoue. C'était possible, ça, et ça ne le sera plus, si ma mémoire est bonne. Comme répond Anne, en fait, pas plus de 4 mois par parcelle et par an. Ça, c'est actuellement, mais demain, je pense que ça va être réduit, voire interdit, il me semblait. Est-ce que Magali peut répondre à cette question, peut-être? Magali Dupuis de l'INAO, si elle est là. C'est effectivement supprimé. Sandrine Thomas, c'est effectivement supprimé à partir de l'année prochaine. Et voilà. Uniquement pour les prairies ou également pour l'ensemble des parcelles? Je pense notamment au verger. Effectivement, il y avait une tolérance en verger. Je ne sais pas si elle sera maintenue, mais tel que c'est écrit, et si c'est interdit pour les prairies, je ne vois pas pourquoi ce serait autorisé en verger spécifiquement. Alors, je n'ai pas l'article en tête, mais il me semble que c'est écrit clairement, en gros, que que les animaux bio doivent pâturer sur des terres bio. Oui, mais là, la question, c'était la dérogation pour les animaux non bio. La dérogation, il n'y a pas possibilité de déroger si ce n'est pas indiqué dans le texte. Donc, si le texte nous dit qu'on doit pâturer sur des terres bio, on ne pourra pas déroger à cette règle. Ce n'était pas la question. Sauf si la dérogation est prévue. On avait des animaux non bio qui pouvaient aller sur des pâturages bio et en particulier dans les vergers. C'était ça la question. Il me semble que c'est plus possible. Plus possible. Oui, moi j'avais ça en tête. Ce ne sera plus possible. Je suis d'accord. Alors après, peut-être qu'il y aura un aménagement ou quelque chose par rapport au verger. Mais voilà, tel que c'est écrit actuellement, ce ne sera plus possible. Je suis d'accord avec vous. Anne a posé une question, non? Et pour les câbles non simultanés, ça se passera comment? C'était déjà impossible dans le 88, mais ça avait été revu ensuite. Ou ça, on verra ça demain. Non, c'est les conversions non simultanées sur l'élevage. 889, d'accord. Vous avez des précisions, Madame Thomas, sur l'histoire des conversions non simultanées? Non, je n'ai pas la réponse comme ça. Bien. Si nous n'avons plus d'autres questions, vous pourrez retrouver le diaporama sur le site du mois de la bio. Nous vous remercions pour toutes ces questions et cette attention. Demain, deuxième épisode avec les productions animales. Et nous avons une question de Samuel qui nous dit, pour des porcs non bio qui ne pâturent pas sous châtaigneraie bio, j'attends la réponse demain. Parce que Samuel revient demain, donc il aura la réponse demain. Merci Samuel. Merci pour votre participation. Excusez-moi, j'avais juste une précision. Si toutefois vous avez des questions particulières concernant ce règlement biologique, il ne faut pas hésiter à envoyer les questions avec
si possible, la fiche de recueil des questions auprès des référents que vous avez, donc auprès de Luc et de Magali, qui soit pourront vous apporter la réponse rapidement, soit feront remonter ces questions dans les diverses commissions du CNAB pour qu'on puisse les traiter et éventuellement amender le guide de lecture. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter les uns ou les autres. Et si possible, à l'aide de la fiche question, donc Luc et Magali pourront vous les faire passer. Voilà. Très bien. Merci pour cette précision, fort intéressante à savoir. Merci à Anne qui nous entend mais qui ne peut plus participer, c'est bien dommage, de Bio Nouvelle-Aquitaine. Merci Séverine pour toutes ces précisions sur la partie réglementation. Luc Blotin de l'INAO, qu'on retrouvera non pas demain, Arthur Silan pardon, de Bureau Veritas, pour cette visio. Et on vous dit à demain pour ceux qui réitèrent avec la partie animale. Merci beaucoup, très bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. À bientôt.